Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, rebonjour, parce que je vois des visages qui étaient déjà là hier ou ce matin. C'est l'un des derniers débats, je crois même que c'est le dernier à vrai dire. Et c'est assez réjouissant de voir que vous êtes venus, vous êtes toujours aussi nombreux à être parmi nous. Honnêtement, c'est quand même une très très belle initiative de pouvoir avoir des échanges comme ça aussi civilisés, des échanges contradictoires, un endroit où on peut se parler librement, y compris quand on n'est pas d'accord. Et en plus avec... voilà, dans une maison qui a son poids d'histoire, de science et de rapport justement à tout l'écosystème scientifique. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est très important et c'est vraiment une initiative à saluer. Alors vous avez choisi le bon débat puisque l'équité environnementale, remède à la défiance en Europe. L'équité, c'est vraiment the elephant in the room, comme disent nos amis anglo-saxons. J'ai animé 2 panels, un panel sur sortir de l'impasse climatique et un panel ce matin sur la question de la diplomatie climatique. Et à chaque fois, en fait, est revenue cette question de l'équité. Et donc, c'est très bien qu'on puisse la regarder, l'observer, la commenter, la décrypter à travers en plus des profils de panélistes, vous allez voir, qui sont extrêmement complémentaires, où chacun aura un regard aussi sur son propre champ. L'équité, on l'a vu aussi dans la question dans l'échec de la COP ce week-end. C'est vraiment une question d'actualité. Elle apparaît vraiment sur la scène maintenant. On voit entre les émetteurs historiques de CO2, l'Europe, les États-Unis. Voilà, il y a bien évidemment une responsabilité sur la longue durée hystérique. Il y a une question d'équité aussi qui se pose à l'échelle du siècle et demi qui vient de s'écouler. On voit aussi que les pays du Sud réclament un certain nombre de choses sur la réparation, sur l'anticipation, sur la préparation. Il y a vraiment une nécessité de partager le fardeau et de trouver des règles qui soient justement équitables. Et puis au sein même des États, des sociétés, et on le voit bien avec la France, où il y a beaucoup de sujets qui ont été très prégnants, on voit que cette question d'équité aussi, elle est essentielle pour trouver des voies de passage, pour faire en sorte qu'il y ait une acceptabilité sociale, y compris quand il faudra prendre des mesures qui sont des mesures difficiles. Alors, je me présente d'un mot, je suis Vincent Giret, voilà, je m'occupe d'un média qu'on a lancé il y a quelques mois avec Aude, que je salue en haut, voilà, qui s'appelle 2050 Now. C'est un média qui est abrité par le groupe Les Écoles Parisiens. C'est un média dédié 100% à la transition écologique. C'est un média 100% digital qui est abrité dans une société à mission. Et voilà, vous pouvez vous abonner sur Instagram, sur notre newsletter ou sur des formats longs de YouTube. Je m'arrête là pour appeler nos panélistes. Je vais commencer par David Jayes, essayiste, coprésident de Bona Fide. Vous pouvez les applaudir. Julia Faure, cofondatrice de Loom et coprésidente du mouvement Impact France. Antoine Payon, secrétaire général à la planification écologique. Et Asif Saleh, qui est directeur exécutif du BRAC, Bangladesh Rural Advancement Committee. Voilà, et je vous demande d'excuser Pierre Rosanvallon qui nous a fait faux bon ce matin parce qu'il a un lumbago malheureusement, donc nous pensons à lui, nous lui souhaitons un rétablissement le plus rapide possible et nous allons essayer, ce qui est une tâche difficile, de faire sans Pierre dans une maison en plus qui s'appelle quand même le Collège de France. Et voilà, vous connaissez le principe du débat ici à la Réussite, qui est un excellent principe, c'est-à-dire que c'est pas trop vertical et descendant, c'est vous qui allez faire une partie, et principalement d'abord les étudiants, des interrogations, ils ont travaillé, je les salue, je les remercie, pour préparer justement, se préparer à interroger nos 4 panélistes, juste pour camper le décor en fait, pour essayer de situer chacun, parce qu'on a la chance d'avoir vraiment des personnalités très différentes. Je vais demander à chacun, et je vais commencer par David. David, il a fait de la philo, il a eu différentes responsabilités, c'est un essayiste, vous connaissez aussi son dernier livre, une sorte de manuel de la transition, qui a fait débat d'ailleurs, donc c'est toujours intéressant.
Et puis, David, vous avez aussi une expérience dans les territoires, vous vous occupez aussi de stratégie à l'échelle des territoires. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un rapport avec le concret, avec le terrain, avec le réel qui est intéressant. Donc, je vais demander à chacun, de façon assez courte, de nous dire ce que veut dire l'équité pour lui. L'équité, c'est parfois un mot qui n'est pas facile à traduire. Il y a de l'égalité, mais ce n'est pas la même chose. Il y a de la justice, mais ce n'est pas exactement la même chose non plus. Et donc, je pense que c'est bien de définir le terme, puisqu'on pense que c'est essentiel à la réussite de la transition. Il faut qu'on regarde et qu'on éclaire ce concept d'équité environnementale. David, c'est à toi. Alors, pour moi, l'équité, contrairement à l'égalité, c'est l'idée qu'on puisse traiter différemment des situations différentes, mais avec une boussole qui est la justice. Et la transition écologique, c'est une révolution à la fois énergétique, industrielle, sociétale, d'une ampleur au moins équivalente à la révolution industrielle du 19e siècle. Et on sait combien la révolution industrielle du 19e siècle a eu d'immenses effets redistributifs sur les sociétés, entre la ville et la campagne, entre les capitalistes et les prolétaires, entre les classes sociales. Eh bien, la transition environnementale va avoir des effets distributifs plus importants encore, puisque non seulement ça sera entre les classes sociales et entre les territoires, mais ça sera aussi entre les générations, ça sera aussi entre les continents et les zones géographiques dans le monde, et ça sera aussi entre les secteurs économiques. Et donc l'équité environnementale, à mon sens, c'est d'essayer de rechercher, en étant très adaptable, un principe de justice qui permette de répartir les efforts de la manière la plus juste possible. Très bien. Alors, je vais demander à Antoine Peillon, à mon voisin de droite. Voilà, Antoine, vous pilotez la planification écologique et c'est une nouvelle dimension, en fait. C'est apparu aussi comme un nouvel outil politique pour préparer, pour planifier. On sait qu'on a affaire à la fois à quelque chose qui tient du temps long et sur lequel on a peu de temps. Donc, il y a une contradiction à gérer, donc d'où la nécessité de planifier et d'organiser. Voilà, comment là où vous êtes, avec tout le travail que vous avez fait pour essayer de faire descendre le plus près du territoire et des réalités économiques aussi, cette transition, comment vous percevez cette question d'équité ? Bien, bonjour à toutes et toutes. Alors effectivement, cette planification écologique sur laquelle on travaille donc, auprès des premiers ministres successifs, en réalité, on le prend déjà peut-être quelques définitions, je pense, importantes. Ce sujet de la transition environnementale, à la fois sous l'angle, bien sûr, du climat, des gaz à effet de serre, mais aussi dès le début, et ce sera son importance dans la suite de la discussion, à la fois sur des enjeux aussi de biodiversité, de ressources naturelles, bien sûr, c'est la question de l'eau, de la biomasse, du foncier, et c'est bien l'ensemble de ces sujets-là qu'on met dans ce champ de la planification. Alors, on a pour l'instant des travaux qui sont très centrés sur la question nationale, et donc de ce fait, la question qui se pose, et l'équité environnementale dans cette dimension-là, c'est un peu comme le disait David, la question de la juste répartition de l'effort entre tous, du coup, au niveau du territoire national. Et donc, le travail que l'on mène de planification, il est très vite, très concret et très opérationnel. Et donc, pour donner un exemple concret, en termes de gaz à effet de serre, on s'est attaché à ce qu'il y ait une forme de répartition de l'effort entre ce qui relève des entreprises, des pouvoirs publics, des ménages. Donc de ce fait, et il y a à peu près 50% des baisses de gaz à effet de serre, pour un exemple, entre 2019 et 2030, qui sont entre les mains des entreprises, 25% qui sont du coup entre les mains des pouvoirs publics au sens large, à la fois l'État bien sûr, mais aussi les collectivités locales, et puis le quart restant entre les mains des citoyens. Et donc cette notion de, si je fais un peu de simplisme, 75% de l'effort c'est les gros, 25% c'est les gens, c'est une notion très importante en termes d'équité, et c'est absolument indispensable que cette transition qui va nécessiter des changements de comportement qui impliquent tout le monde, chacun a sa part à faire, il faut que ça puisse marcher, il faut pouvoir le faire individuellement, avoir la conviction qu'on me demande quelque chose à moi-même d'utile et surtout qu'on demande aux autres, qu'on exige aux autres aussi des efforts à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Et donc c'est pour ça que cette illustration concrète du 75-25 donne ça, et au-delà de ça, cette notion d'équité environnementale est importante. Et bien sûr, l'équité environnementale, c'est aussi au sein même des citoyens, au sein même des ménages. C'est une évidence, ça va mieux en le disant, que à la fois l'empreinte environnementale est très différente qu'on soit un ménage modeste ou qu'on soit un ménage aisé. Et donc cette notion d'équité environnementale, elle intervient aussi à ce moment-là. Et on aura l'occasion, j'imagine, d'y revenir aussi. Et on a à cœur, dans cette planification, de dire que
il y a une part importante de l'effort de transition, rénover sa maison, avoir du coup un comportement en termes d'achat du coup qui soit plus modéré et plus responsable. Le sujet aussi de la mobilité électrique par exemple. On attend plus d'un ménage aisé que d'un ménage modeste, pour autant sans laisser tomber entre guillemets les ménages modestes, et donc en étant capable de les accompagner pour tous ceux qui souhaitent le faire. Et par contre, le poids de la norme, de l'obligation pour aller vite et être à la bonne vitesse et au bon rythme, il doit peser sur celui qui a les plus de capacités là aussi. Voilà quelques illustrations un peu plus pratiques, un peu plus opérationnelles, cette notion, mais qui est indispensable, sinon cette planification, elle ne marche que si chacun fait sa part. On n'est plus dans une époque de dirigisme vertical, et donc pour qu'il y ait de la mobilisation individuelle, il faut qu'on ait la conviction que ce qu'on nous demande est utile, encore une fois, et qu'elle est aussi exigée à toutes et tous à la hauteur de ce qu'ils peuvent contribuer et ce qu'ils peuvent émettre. Merci Antoine. Julia, je vous ai présenté très rapidement, mais je voudrais juste insister sur le fait que voilà, vous avez votre entreprise dont vous allez nous parler, et puis vous êtes aussi coprésidente d'un mouvement qui est important, qui s'appelle Impact France. Et Antoine évoquait à l'instant la responsabilité qui revient aux entreprises, parce qu'en fait, si les entreprises y vont vraiment, c'est peut-être 50% de l'effort, donc c'est considérable. C'est un effet d'entraînement certainement très très puissant, et vous avez choisi de travailler dans ce mouvement qui réunit 15 000 entreprises aujourd'hui. C'est quand même important, 15 000 entreprises. Alors il y a beaucoup de PME, de TI, mais c'est aussi intéressant de voir qu'en fait très souvent c'est des entreprises qui sont présentes dans les territoires, qui sont les plus engagées dans la transformation, le plus proche du terrain. Et voilà, il y a un manifeste, il y a une volonté d'embarquer une partie de l'économie dans ce sujet. Et donc ma question, est-ce que à travers aussi à la fois votre parcours d'entrepreneuse, mais aussi dans le mouvement Impact France, comment vous éclairez cette question de l'équité? Est-ce qu'elle est aussi au cœur de la construction, de la dynamique que vous lancez dans l'économie nationale? Oui, tout à fait. Excellente question. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Donc moi, j'ai pas de col roulé, donc j'ai pas fait d'études de philosophie, donc j'ai dû chercher qu'est-ce que c'était la définition d'équité environnementale avant de venir ici. Mais du coup, je suis assez d'accord avec leur définition. J'ai regardé en dictionnaire aussi, moi, avant de venir. Hein. Ouais, après, j'ai regardé défiance, c'est bon, ça je sais ce que c'est, etc. Non, mais je trouve que c'était intéressant ce que disait David. La question, c'est la question de la justice, quoi. Donc moi, je ne peux pas vous parler de ce qui se passe pour les peuples, parce que ce que je connais, c'est le monde de l'entreprise. Et il y a un lien entre la justice et l'impact environnemental dans l'entreprise, qui est un lien pas évident, que moi j'ai mis longtemps à comprendre, que moins une entreprise pollue... Attendez. Plus une entreprise pollue, pardon, plus c'est bon pour son business. Et ça, il faut avoir ça en tête. Je vous donne un exemple. Si vous décidez, par exemple, de teindre les vêtements en France, vous devez suivre certaines règles environnementales. Vous devez traiter les eaux usées, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel produit chimique. Bon, vous décidez de faire exactement la même teinture au Bangladesh, en Chine, ou dans des pays où les normes environnementales sont moins fortes, ça vous coûte moins cher parce que vous avez moins de restrictions, quoi. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, on comprend que moins on fait attention à l'environnement, plus ça avantage le business de notre entreprise. C'est évident que les entreprises qui sont les plus engagées se tirent un petit peu une balle dans le pied. Et je pense que c'est ça la notion d'équité environnementale dans le domaine de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai avantage à faire mieux que les autres. Au contraire, nous, on dit qu'il y a une prime au vice, c'est-à-dire un avantage compétitif à mal faire. Plus vous faites mal, moins ça vous coûte cher, meilleur c'est pour votre business. Et ça, donc c'est un constat. Si c'était pas le cas, si vraiment les efforts environnementaux étaient quelque chose qui favorisait la rentabilité des entreprises, la première chaîne de distribution de France, ça serait Biocoop. Le premier vendeur de vêtements en France, ça serait Saint-James. Enfin voilà, et on voit que c'est pas du tout ça qui se passe, quoi. C'est un constat de ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a un problème de prime au vice, quoi, de désalignement entre les intérêts écologiques du monde et les intérêts économiques des entreprises. C'est un constat et c'est pas du tout une fatalité. Il pourrait y avoir une autre manière de faire. Et ça, je pense qu'on en parlera plus tard. Merci Julia. Ça veut dire quand même que je pousse un tout petit peu plus. Je poursuis avec vous un instant parce que finalement, à travers ce que vous venez de dire, on voit bien que l'équité, ça passe par le fait qu'on est
des normes qui soient à peu près communes Ouais. et des règles du jeu communes. Et donc, il Exactement. y a un enjeu extrêmement fort pour vous dans votre business, qui est celui de la mode, d'avoir une sorte d'égalité dans la compétition, en fait. Exactement, ouais. Et est-ce que, de ce point de vue-là, on n'a quand même pas progressé? Est-ce qu'à l'échelle européenne, par exemple, il y a des choses qui commencent à faire sens, au moins sur ce territoire de business-là? Est-ce que la façon dont on peut se protéger, je vous ai entendu par exemple parler dans une autre conférence de la fast fashion. Alors je sais qu'il y a une loi qui s'est un peu perdue dans les aléas, j'allais dire politiques du moment et à l'Assemblée. Mais en tout cas, il y a une volonté aussi de se mettre un peu plus à parité de règles, j'allais dire. Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement ce que vous dites, c'est que à la base, la concurrence déloyale que nous on considère, hein, c'est-à-dire que pourquoi c'est moins cher de produire en Chine qu'en France, c'est parce que les gens sont moins payés et l'environnement est moins protégé, quoi. C'est-à-dire que on arrive à être plus compétitif qu'une autre entreprise au détriment des questions sociales et environnementales. On pourrait avoir des règles qui sont différentes. Et c'est assez marrant parce que ce qui se passe dans le textile, c'est aussi ce qui se passe dans l'agriculture. Là, ce que les agriculteurs disent, ils disent pourquoi on fait rentrer, avec l'accord Mercosur entre autres, c'est pourquoi est-ce qu'on autorise des produits à rentrer sur notre territoire alors qu'ils sont faits dans des conditions qui seraient interdites chez nous. Et en fait, ça marche pour la nourriture, ça marche pour la mode, mais ça marche pour la quasi-totalité des produits qui rentrent sur notre territoire. Donc, la question, est-ce que ça ne devrait pas être, plutôt que, quand on cherche à avoir des produits toujours moins chers, en fait, on s'aligne sur les gens, les pays qui vont réussir à avoir les produits les moins chers sont les pays moins disants socialement et écologiquement. Et quand on met en concurrence des produits qui sont produits en France et des produits qui sont produits en Chine, en fait, on met en concurrence, on dit, c'est quand même beaucoup plus intéressant le modèle social chinois. Donc, de toute manière, en fait, on nivelle vers le bas tout ce qui est standard social et écologique. On pourrait faire autrement. On pourrait dire, par exemple, tout ce qui rentre en Europe doit avoir été fabriqué dans des conditions au moins équivalentes à celles qu'on impose sur le sol européen. Et là, non seulement on améliorerait globalement l'impact environnemental et social d'une grande partie des produits, parce que le marché européen, c'est pas négligeable, mais en plus, on arrêterait la concurrence déloyale qui est en train de détruire notre économie. Et notre économie, c'est nos industries, c'est notre industrie du textile entre autres, mais pas que, c'est notre agriculture, etc. Donc il y aurait un double effet bénéfique. Et je crois que le troisième effet bénéfique, c'est que si l'Europe commence à mettre certains standards sociaux et économiques, sociaux et écologiques, c'est en fait la première pierre pour changer les règles du jeu au niveau mondial. Parce qu'il faut bien qu'on se rende compte que cette concurrence déloyale, cette primo-vice qui finalement structure l'entièreté du marché mondial, si on ne la règle pas, on ne va pas régler les questions sociales et écologiques. Tant que ça sera moins cher de produire mal, on ne fera pas la transition écologique. Alors dites juste pour que les gens... Merci. Julia, juste pour que chacun vous connaisse ici, dites un tout petit mot sur Loom. Donc pour savoir d'où vous parlez et en même temps, j'imagine quand même que c'est une entreprise profitable, je l'espère, ce qui prouve aussi qu'il y a peut-être moyen. Ça dépendra des commandes ce soir. De faire de l'équité, c'est ça. De faire de l'équité, de continuer à faire du business avec des règles du jeu qui sont des règles du jeu plus écologiques. Voilà. Donc c'est une entreprise pour les gens très stylés. On fait des vêtements vraiment pour les gens très beaux gosses. Donc voilà, la plupart des gens sont éligibles aujourd'hui. Ce soir, tout le monde. Vous pouvez. Non. Donc on est une marque de fringues qui essaie de produire le plus localement possible et avec les matières les plus écologiques possibles des vêtements. Et notre particularité, c'est que on a compris que le problème principal de l'industrie textile, c'est qu'elle produit trop de vêtements, qu'on produit et qu'on consomme trop de vêtements. Donc, on n'incite pas les gens à consommer ce dont ils n'ont pas besoin. On essaie de faire en sorte qu'ils gardent leurs vêtements le plus longtemps possible. Et effectivement, on est une entreprise rentable, voilà, sans vouloir me la péter. Voilà, on fait des bénéfices, on paye bien les gens, il y a un plan épargne retraite. On fait de l'équité sociale. Des tickets restaurants, une très bonne mutuelle. Néanmoins, on représente un pourcentage de l'économie du textile assez modeste, puisque je pense que c'est moins de 0,001%. C'est-à-dire que c'est possible d'avoir des entreprises éthiques rentables, et c'est possible dans tout. Vous avez sûrement autour de vous des boulangers qui arrivent à utiliser de la farine bio, etc.
Le problème, c'est pas qu'elles n'existent pas, le problème, c'est qu'elles sont condamnées à rester à la marge et à rester minoritaires à cause de cette primo-vis dont on parle. Parce que si vous regardez qui qui a les plus grosses parts du marché dans le textile en France, c'est plutôt non, c'est Kiabi. C'est Kiabi, et là il y a l'ultra fast fashion qui arrive. C'est Kiabi, c'est Leclerc, c'est Action. En fait, c'est les gens qui proposent les plus bas prix possibles, et donc au détriment finalement des conditions de production et de production tout court. Alors on va poursuivre ce tour de table et on va vraiment décentrer notre regard. On a la chance d'avoir avec nous Asif Saleh qui vit à Dhaka au Bangladesh et qui nous arrive de Londres. Donc merci vraiment de faire un stop à Paris et de participer à cette cité de la réussite. Et c'est vraiment, on est heureux de vous avoir. Vous dirigez une ONG de développement bangladaise, mais qui est très puissante puisqu'elle est aussi présente sur une quinzaine de pays. Elle emploie plus de 120 000 personnes et elle compte 126 millions, je lis ma fiche, 126 millions de bénéficiaires. C'est tout à fait considérable. Et donc, bien évidemment, on se doute que dans la région dans laquelle vous habitez, la question de l'équité est particulièrement prégnante, je pense. Et on est très, très curieux de savoir comment vous la définissez et quelle vision vous portez de cette question d'équité. Thank you so much, Vincent. So I just want to pick up from where Julia left. I mean, if you ask in Bangladesh garments factories that there should be the same environmental standards that are there in France and in Bangladesh, the first thing they would be saying is that I'm happy to do that, but as long as the buyers are paying for this. Because the tendency is to push in standards to lower income countries. And garments sector is extremely important for Bangladesh's economy because so many women, so many people actually depend on this. So maybe I'll stop. Voilà, on a la chance d'avoir 2 traductrices. Merci à elles pour que le public puisse bien suivre. Alors, merci beaucoup. Je voudrais, si vous le permettez, avant de répondre à votre question, réagir à ce que Julia vient de dire. Vous parliez du fait d'imposer les mêmes normes environnementales. Alors, si on posait la question, effectivement, aux entreprises du secteur au Bangladesh, je pense que ce qu'elles vous répondraient, si vous leur demandiez est-ce que vous seriez prête à adopter les mêmes normes environnementales qu'en France, la première réponse serait de dire, bien écoutez, pourquoi pas, à condition que les acheteurs soient prêts à payer le prix. Parce que la tendance que l'on observe effectivement dans les pays comme le mien, c'est qu'on cherche à nous demander à augmenter, à améliorer les normes en matière d'environnement, mais que personne ne veut payer pour ça. Or, l'industrie du textile, il faut bien comprendre sa position dans mon pays, est très, très importante, puisque de nombreuses femmes, notamment au Bangladesh, en dépendent. Yeah, too often what happens is that in the name of same standards, you push in something but you're not willing to pay for this. So it puts in a lot of burden in the lower income countries. So to me, for example, your original question, Vincent, to me, environmental equity is really about a just distribution of environmental benefits and burdens at the same time. So what does that mean? So it means that, for example, countries, whether it's France or many of the Western countries, have kind of utilized the environmental resources for such a long time to gain prosperity. Now, but who's now paying for this, right? People are paying for this in countries like Bangladesh and countries in sub-Saharan Africa. How? Because it's kind of like what happened during COVID, right? And we said that we are all in it together. But it affected different countries very differently because we're all in this storm together, but the boats that we are in are very different. A coastal city in Bangladesh, a rural woman have to walk 2 kilometers just to have basic access to drinkable water. Because of increase in seawater, all the drinkable water is gone. Salt is everywhere, salinity is everywhere, so they cannot cultivate the traditional way anymore. So the
price of environmental exploitation is being paid for by those who did the least damage to the environment. So to me, that's one of the fundamental issue of justice. Et trop souvent, comme je disais, au nom d'une standardisation des normes, on cherche à imposer des normes plus strictes aux pays comme le mien, mais on n'est pas prêt à payer pour cela. Ce qui veut dire qu'en fait, on fait reposer ensuite le fardeau sur les pays à faible revenu, comme le Bangladesh. Alors pour en revenir à votre question concernant la définition de l'équité environnementale, je dirais que pour moi, l'équité environnementale, c'est une juste distribution entre les bienfaits de l'environnement et le fardeau environnemental. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ce que ça signifie, c'est que des pays comme la France ou d'autres pays industrialisés ont utilisé des ressources naturelles pour assurer leur prospérité. Mais aujourd'hui, la situation est la suivante. Les populations du Bangladesh ou des pays d'Afrique subsaharienne se retrouvent à devoir payer pour cette prospérité des pays industrialisés. Et je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19. En fait, on a dit à l'époque que nous étions tous dans le même bateau, mais pas du tout. Les situations n'étaient pas comparables entre les différents pays. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. En fait, nous ne sommes pas dans le même bateau. Lorsque vous observez la situation au Bangladesh, les femmes doivent bien souvent marcher jusqu'à 2 km pour avoir accès à de l'eau potable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec l'élévation du niveau de la mer, on observe une salinité de plus en plus présente, ce qui empêche également de cultiver les terres. Et donc aujourd'hui, il faudrait faire en sorte que le prix ne soit pas à payer, le prix de ces dégâts environnementaux ne soit pas à payer par les pays finalement qui ont le moins contribué à la situation environnementale. Et c'est vraiment une question de justice. So to just finish, I mean, I think so to me, the countries who have benefited so far because of environment or resource utilization, to me, the equity is about them having to step up to the plate and turn their emission trajectories around and put in the effort to support countries that haven't benefited and ensure that they can adapt in this rapidly worsening climate. Donc pour conclure, je dirais qu'en fait, ce sont aux pays qui ont pu bénéficier des ressources naturelles pour assurer leur prospérité. Maintenant, c'est à eux d'agir au nom de l'équité environnementale. Agir face à cette crise pour aider et faire des efforts pour aider les pays qui finalement n'ont pas encore pu bénéficier des ressources naturelles et pour garantir justement qu'il y ait cette justice et cette équité. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que vous voyez, on voit bien qu'à travers nos différents panélistes, on met cette question de l'équité à des niveaux différents. Il y a des questions qui tiennent vraiment du multilatéralisme, qui doivent être réglées à l'échelle des pays. Donc on a besoin de ce multilatéralisme, même s'il apparaît un peu abîmé, un peu cassé. Parce qu'on ne peut pas résoudre les questions que pose Asif sans négociations internationales, sans compromis internationaux, sans phasage peut-être même des règles du commerce et des règles environnementales. Retrouver un alignement, comme vous disiez Julia, entre l'environnemental et l'économique. Et puis on voit bien que du côté de l'économie, de l'entreprise, on a besoin d'avoir aussi des règles de business entre entreprises sur un même secteur. Donc là, c'est plutôt des sujets de normes peut-être régionales, mais on s'aperçoit aussi que dès qu'on prend des mesures sur un espace géographique, par exemple à l'échelle européenne, bien évidemment, ça a un impact aussi à l'autre bout du monde. Et donc, on est quand même dans un monde complètement connecté, et ça crée aussi une difficulté. Et puis, on a vu aussi, avec Antoine, la dimension de politique publique. On y reviendra certainement. Il y a des leviers de politique publique. On voit aussi parfois quand ce n'est pas les bons leviers ou pas au bon moment ou pas le bon dosage, ça peut provoquer des crises sociales. On en a eu avec les Gilets jaunes. Donc on voit bien, toutes ces questions de réglage, en fait, sont quand même d'une très très grande complexité et doivent être pensées sans doute ensemble. C'est peut-être ça le défi auquel nous sommes tous confrontés. Voilà, je faisais une petite synthèse à ma manière, mais je passe maintenant la parole aux étudiants qui ont la lourde charge de vous interroger. Et je les remercie et je vais leur passer un micro parce que je vois qu'ils n'en ont pas.
et je reprendrai le micro après. Ah bah si, il y en a, voilà, parfait. Merci à vous. Merci. Alors, qui commence ? Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être présents ce soir. Je m'appelle Valentin Genet, je suis élève ingénieur à l'ENSEE Paris, une école de sciences des données. Et ma première question rebondit sur ce qu'a dit Asif concernant justement l'équité entre les pays industrialisés qui ont contribué et contribuent encore au changement climatique et d'un autre côté les pays qui, eux, sont victimes des effets du changement climatique. J'aimerais donc demander concrètement comment faire pour garantir une solidarité entre les pays qui contribuent d'un côté au changement climatique et ceux qui, d'un autre côté, subissent les effets du changement climatique. Asif, je crois que c'est une question pour vous. Si vous avez compris la question de notre étudiant. Yeah, could you repeat that? Alors, la question, c'est vraiment vous avez posé la bonne question, selon notre étudiant, c'est-à-dire le bon diagnostic de décalage entre des pays qui n'ont pas le même niveau de développement. Et donc, avez-vous une piste, une solution pour essayer de concilier en fait des moments de développement différents. C'est une question centrale, hein, parce que bien évidemment, quand on regarde aussi un certain nombre de pays plus proches de nous en Afrique, ces pays-là ont le droit, ça serait difficile, impossible, au nom de l'équité précisément, de leur refuser ce mode de développement que nous avons aujourd'hui. Et en même temps, il ne peut pas être fondé sur les mêmes règles. Donc on voit bien la difficulté. Voilà. Est-ce que vous, à l'échelle internationale ou à l'échelle de votre pays, de la zone sur laquelle l'ONG que vous dirigez opère, est-ce qu'il y a déjà quelques pistes de solutions qui pourraient mettre de l'équité? Yeah, thank you very much. Great question. So, couple of things. I mean, let me give you some numbers, right? So, yesterday you saw in COP29, the developed countries committed to $300 billion, right? Now, previously the commitment was $100 billion, but none of them actually makes it down to the ground. I haven't seen from my own NGO a single penny of that, because these funds actually go in such bureaucratic quagmire that it's impossible for organizations, and we are one of the large organizations, and we are one of the largest NGOs in the world, very difficult to access this money. So, and 100 billion is also, there is questions about how that 100 billion number came about. So now the commitment has been 300 billion, but we don't know when and how we are going to see access to these funds. Now, the challenge is that these are done, but so essentially the problem is that countries need to walk the talk, right? So they don't walk the talk. So because of that, there is a huge trust deficit. And so first thing is to acknowledge that there is a problem, there is an equity issue, so we need to do this from the point of justice. So then the question comes that, okay, so what do we do with the money? How do we use the money to ensure that the economic transformation happens in this country? So I will come to that. Maybe we'll go through the translation first. Yeah. Oui, merci pour cette question très importante. Je commencerai avec quelques chiffres. Vous savez que hier s'est conclue la COP29 avec un engagement à hauteur de 300 milliards de dollars. Lors du précédent engagement, on avait parlé de 100 milliards de dollars. Eh bien, moi, je m'occupe d'une des plus grandes ONG. Nous n'en avons jamais vu un centime. Pourquoi ? Parce que l'administratif, la complexité administrative pour obtenir ces financements est telle que bien peu d'ONG peuvent en voir la couleur en bout de course. Donc, pour la plupart des ONG, c'est impossible. Alors, la question, c'est 100 milliards, pourquoi ? Et demain, 300 milliards, quand ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Le vrai défi, c'est en quoi est-ce que cela va permettre d'arriver à contribuer à cette transformation. Et la première chose, c'est qu'il faut que les pays qui s'engagent fassent ce qu'ils disent, en commençant par reconnaître réellement qu'il y a un problème, et ensuite en définissant clairement comment ces financements vont être utilisés pour une réelle transformation. So, and it may seem like $300 billion is a huge amount, but
if you, I mean, I don't know how many of you know how much was spent on military spending just last year alone. It was almost $3 trillion. Through just 1 year's military spending was $3 trillion, right? And we're talking about, so compared to this money that we are spending on war, this is nothing in terms of in climate adaptation. Now, what do we do with the money? The thing is, in countries like Bangladesh and many parts of sub-Saharan Africa, so you have, your global south has now 6 billion people, right? So 85% of the world population lives in global south. And if you think about poverty, so we have almost 700 million people who live in extreme poverty, and 67% of them live in sub-Saharan Africa. And a big chunk of them live in South Asia and Southeast Asia, right? So their contribution to the climate, greenhouse effect and other things is very minute because industrialization hasn't happened that much, right? In Bangladesh, for example, where I'm from, 87% of economy, jobs are informal jobs, mostly agricultural jobs. So they're very little contribution. Donc évidemment, 300 milliards sur le papier, c'est un montant énorme. Mais si vous y pensez, l'année dernière, 3 000 milliards ont été consacrés aux dépenses militaires dans le monde. Donc au Bangladesh, dans les pays d'Afrique subsaharienne, on a aujourd'hui, dans le sud mondial en général, 6 milliards de personnes. Et sur ces 6 milliards, il y a 700 millions de personnes qui vivent dans le dénuement le plus absolu. 67% de ces populations les plus pauvres se trouvent dans l'Afrique subsaharienne et une grande partie également en Asie du Sud-Est. Parmi ces populations, l'émission de gaz à effet de serre est extrêmement faible, tout simplement parce que dans ces pays, il n'y a pas eu de révolution industrielle, d'industrialisation encore de l'économie. La plupart des emplois, par exemple 87% des emplois en Bangladesh, sont des emplois agricoles. Ce ne sont pas les principaux émetteurs. So a lot of the economic transformation for countries like Bangladesh are really about adapting to the changing climate. What does that mean? It means new way of doing agriculture because of salinity in the land. It's about when you don't have drinking water, you harvest rainwater. You store the rainwater and filtered rainwater. It's about adjusting and prediction of your disasters better so that you can be better prepared for disasters. So the transformation is really about being ready, and for that you require assistance. For that you require some money, but there are people who are already coming up with these solutions. They're already doing this, but it can be done in a much better way, so that basically if the best of science from universities of the West comes in and supports the work that they do, so that they can be better prepared by better satellite information, data information, and all of that happens together. So a lot of collaboration is needed, but it's very important that countries from the West don't see that as an isolated problem, because when you're not going to be isolated, because people, when the land goes down or when people basically lose their livelihood, they will migrate, and they won't migrate. As water is going to come from north to south, they will migrate from south to north, right? So I think that's essentially is extremely important, so that people actually stay where they are and adopt, and we support them to adopt for this, so that they don't lose their livelihood. Donc quand on parle de transformation économique au Bangladesh, il s'agit essentiellement de s'adapter au changement climatique.
il s'agit d'adopter de nouvelles méthodes de gestion agricole. Pourquoi ? Parce qu'une des premières difficultés, c'est le taux de salinité qui est en train d'augmenter dans les zones agricoles et qui fait qu'il faut maintenant filtrer de l'eau pour obtenir de l'eau potable, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il faut également être capable de prévoir, d'anticiper les catastrophes climatiques pour pouvoir protéger les populations. Donc la transformation climatique, pour nous, c'est être davantage préparé pour pouvoir résister. Pour cela, nous avons besoin d'aide, de soutien. Il y a déjà des choses qui se mettent en place, il y a des gens qui le font, mais cela peut être fait de bien meilleure manière en utilisant davantage la science des pays industrialisés, la science des données et une collaboration renforcée. Et il faut que les pays occidentaux se rendent compte que ce n'est pas une difficulté isolée dans un pays lointain, parce qu'une fois que ces pays et que les populations de ces pays n'ont plus de moyens de subsistance à cause de ces problèmes, ils vont migrer du sud vers le nord. Et donc, il faut que chacun se rende compte qu'il faut aider les populations là où elles sont pour trouver des solutions là où elles sont. Merci Asif. Il y a eu plusieurs... on ne va pas passer à la question tout de suite parce que plusieurs personnes veulent intervenir. Oui. Et c'est d'abord Julia et ouais. ensuite David et puis peut-être une question aussi pour Antoine. Je vais être brève. C'est très intéressant. Merci Monsieur Salé. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous disiez, c'est-à-dire que les marques européennes demandent des plus gros standards aux usines, mais elles ne veulent pas payer plus. Et je voudrais juste faire une petite explication de ce sujet parce que ça me semble extrêmement clair. Donc, comment ça marche le textile ? En gros, les marques ne possèdent plus leurs usines. Depuis les années 80-90, il y a eu une séparation entre marques et usines qui fabriquent les vêtements. Et donc, en gros, les marques vont produire dans les usines qui leur offrent le plus bas prix. On a vu tout à l'heure que le plus bas prix est généralement obtenu, et systématiquement, en tout cas dans le textile, obtenu en payant mal les gens ou en protégeant mal l'environnement. Donc, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les marques demandent des meilleurs standards écologiques aux usines dans lesquelles elles travaillent. Elles demandent tout un tas de certifications, et ça arrive au Bangladesh, mais ça arrive aussi en Europe. Mais elles ne veulent pas payer 10 centimes de plus par vêtement. Ce que ça produit, c'est qu'en fait, moi j'avais été visiter des usines en Bangladesh, donc les usines au Bangladesh sont extrêmement automatisées pour pouvoir améliorer la productivité et faire baisser le prix des vêtements. Mais ce que ça produit, c'est que les salaires dans les usines au Bangladesh n'ont pas augmenté pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il y ait des énormes manifestations dernièrement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que demander des meilleurs standards écologiques à l'entrée de l'Europe, il faudrait que ça soit un mécanisme pour que ce chantage des marques disparaisse. Parce que ce qui se passe, les marques, elles disent, si vous m'augmentez de 10 centimes, de 50 centimes le prix du t-shirt, je vais aller produire dans un pays qui est moins cher. L'Éthiopie, c'est beaucoup moins cher que le Bangladesh. Et donc, j'irai là-bas si vous augmentez les prix des vêtements. Donc, ce que ça dit, c'est que cette mondialisation qui était censée permettre aux pays du Sud de se développer, en fait, c'est devenu une trappe à précarité. Je pense que ça vous dit quelque chose, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on maintient ces populations dans une misère sociale et écologique en les mettant en concurrence les unes avec les autres et en disant on ira produire dans le pays qui nous propose le prix le plus bas. Et c'est ce chantage-là auquel il faut mettre fin. Et pour ça, la question des règles à l'entrée sur le marché européen pourrait être, par exemple, une taxe même une taxe sociale. On pourrait dire, si vous avez produit dans un pays où le salaire minimum est en dessous du salaire vital, alors vous aurez une taxe qui correspond à cet écart. Et là, il n'y aurait plus aucun intérêt pour ces marques à aller produire dans des pays les moins chers possibles, à faire de la pression pour que les salaires pour obtenir les prix les moins chers possibles, parce que ces sous qu'ils auraient économisés, ils le repayeraient en termes de... Il y aurait une mécanique incitative. Exact, ils le repayeraient en termes de taxes. Ce que je veux dire, c'est que mettre ces critères à l'entrée du marché européen, ce n'est pas une punition pour les marchés producteurs. C'est souvent ce que j'entends, les marques de fast fashion, elles me disent tout le temps « Ah, mais les pauvres au Bangladesh, etc. » En fait, là, pour l'instant, on fait produire dans des pays qu'on maintient à des niveaux sociaux et écologiques qui ne sont pas les bons. Et donc, réguler cette question-là, c'est aussi permettre aux pays producteurs à qui on doit beaucoup d'élever effectivement les niveaux sociaux et écologiques. Voilà. David. Je pense qu'il faut, sur ce sujet, faire très attention à ne pas confondre deux choses. Il y avait un discours qu'on entendait beaucoup dans les années 90 qui consistait à dire « Les pays occidentaux, vous avez beaucoup pollué, vous êtes responsables de l'essentiel de l'accumulation des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, donc c'est à vous de porter tous les efforts. »
À mon avis, ce discours est caduc. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il nous reste 25 ans au terme de l'accord de Paris pour atteindre la neutralité carbone planétaire. Et si on regarde qui sont les plus gros émetteurs aujourd'hui, c'est la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et presque autant que l'Union européenne, l'Inde. Si vous additionnez ces seules zones géographiques, vous avez 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, l'effort de réduction des gaz à effet de serre, il doit se faire indistinctement dans ces pays. Et le vrai sujet d'inquiétude aujourd'hui, c'est l'Inde. C'est l'Inde. Parce que la Chine, je vous le rappelle, s'est engagée en 2020 à atteindre la neutralité carbone en 2060 et est en train de faire en ce moment un gigantesque effort de transformation de son modèle productif. Et ce serait à la fois condescendant et un peu méprisant de penser qu'ils ne sont pas engagés dans une transformation, alors avec une méthode très autoritaire, très peu démocratique, mais qui est assez rapide. Hein. Et il ne faut pas penser que nous, les Européens, on est toujours en avance sur tout le monde. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut faire 4 500 milliards d'euros d'investissement pour transformer rien que le système énergétique chaque année, et ça c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, et il faut faire 4 à 5 000 milliards d'investissements pour l'adaptation au changement climatique. Et là, je rejoins complètement ce que disait Asif. Quel est le problème ? C'est que dans beaucoup de pays d'Asie du Sud ou dans beaucoup de pays d'Afrique, comment on finance ces investissements ? Quand vous êtes un État, vous avez un taux d'accès au crédit qui est de l'ordre de 18, 20, 22%. Vous avez des instruments multilatéraux avec le FMI ou la Banque mondiale qui ont complètement vieilli, puisqu'ils ont été construits dans l'après-guerre, et qui ne sont pas du tout adaptés à financer ces défis. Vous avez des opérateurs multilatéraux qui sont extrêmement bureaucratiques et qui ont énormément de mal à décaisser l'argent, même quand il y en a un peu qui est disponible. Vous avez une quasi-impossibilité d'accéder au crédit privé pour les entreprises. En Afrique, par exemple, il n'y a quasiment pas de fonds de private equity pour financer des entreprises dans l'énergie, dans la désalinisation de l'eau de mer, dans la construction du ferroviaire, dans l'électrification des usages. Et enfin, qui paye les investissements ? C'est les États, donc j'ai dit des taux d'accès au crédit de 20%. C'est les entreprises, quasiment pas d'accès au private equity ou au financement privé. Et puis enfin, c'est les ménages. Et les ménages, vous n'allez pas faire acheter des voitures électriques à des gens qui vivent parfois, pour la moitié de la population dans certains pays africains, en dessous du seuil de pauvreté. Donc, effectivement, là, on a un énorme problème. Et honnêtement, toutes les initiatives qui ont été lancées ces dernières années, Grande Muraille Verte, le Fonds pour pertes et dommages, tout ce qu'on a annoncé, franchement, on a fait des annonces pompeuses. Quand on regarde la réalité, ça fait un peu peur. Et là, vraiment, effectivement, sur ce sujet-là, il y a une urgence énorme. Il faut revoir tous nos outils de financement multilatéraux. Il faut revoir et toute notre architecture financière internationale, que ce soit privée et publique. Et effectivement, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Parce que si on pense qu'on est juste vertueux de notre côté entre Européens, et qu'en plus on se protège du reste du monde en mettant des taxes carbone aux frontières, etc., et qu'on ne s'occupe pas de l'adaptation avec des zones entières dans le monde qui sont en train de disparaître, qui sont englouties sous les eaux, qui sont victimes, comme au Bangladesh ou dans la Corne de l'Afrique en ce moment, de sécheresse, d'inondations monstres, on n'aura rien résolu. Merci David. J'ajoute à ce que tu viens de dire, puisque vous avez été plusieurs à mentionner l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, il y a 6 grands critères. Et si on le respecte non seulement dans l'esprit, mais à la lettre de l'accord de Paris, il y a des critères extrêmement importants en matière de transfert de technologie, pas simplement en matière de financement des pays du Sud, mais y compris d'aide au développement, et bien évidemment avec des technologies qui sont moins carbonées, voire décarbonées, de façon à faire passer un stade plus rapidement vers la transition écologique. Antoine Peillon, on voit bien le besoin collectif qu'on a de régulation, aussi difficile soit-elle à faire passer, à faire accepter, à accélérer dans ce domaine-là. Et on voit bien en même temps que quand on prend des régulations à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, ça a tout de suite un effet de rebond à l'autre bout du monde. Donc comment vous percevez ce premier temps de discussion autour des régulations finalement et de la solidarité? Non, mais le constat a été vraiment posé. Je rajoute peut-être en ordre de grandeur, c'est toujours intéressant. Le besoin d'investissement en France pour arriver à faire cette transition, c'est de l'ordre de plus 100 milliards par an. Donc à mettre au regard des 300 milliards cumulés qui ont été annoncés. Donc on voit que les ordres de grandeur ne sont pas là et qu'on a vraiment un enjeu absolument massif.
Je rajoute aussi peut-être dans le constat, David indiquait que le problème demain, c'est l'Inde. Je rajoute les États-Unis aussi dans l'équation, puisque globalement, avec quand même l'arrivée de Trump, on voit que le sujet de la baisse des émissions de cet énorme territoire est quand même du coup pas totalement acquise. Et donc la question qui se pose, c'est, ce constat étant posé, ces mécaniques infernales étant établies, comment on casse ça et comment est-ce qu'on renverse la table en quelque sorte pour qu'on puisse du coup changer de système fondamentalement. Je pense que là, quelques éléments, et je ne prétends pas du coup de le résoudre moi tout seul ce soir, même avec tout ce panel. Il y a un élément un peu d'optimisme, entre guillemets, que je voulais vous partager, qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire c'est la situation de l'Europe, du coup, dans cette géopolitique qui s'esquisse, où globalement, je viens d'évoquer Trump, le couple Trump-Musk, d'un côté, de l'autre côté, toute la dimension Asie, sur laquelle beaucoup des ressources naturelles sont sur ces territoires. On a une Europe qui, finalement, en réalité, n'a ni énergie ni matière première, si je fais un petit peu simple, et donc de ce fait, qui est, sur le plan économique, extrêmement dépendant de ces autres territoires. Et donc de ce fait, on voit bien, et on a vu avec le sujet guerre en Ukraine, explosion du prix du gaz, et donc de ce fait, choc de prix massif. Et quand on regarde l'histoire avec un peu plus de profondeur, que les grands chocs économiques à la fois de la France et de l'Europe sont très liés à cette dépendance du coup extrêmement forte à l'énergie fossile et un certain nombre de matières premières. Et donc, quelque part, la survie économique de notre territoire, indépendamment de cette microéconomie que décrivait Julia, qui fait que pour l'instant, une entreprise, plus elle pollue, plus elle gagne, on a quand même un sujet qui est qu'une entreprise, si elle veut survivre demain et si notre économie veut survivre demain, c'est absolument indispensable, et je parle du point de vue européen, d'arriver à être sobre en intrants, qui soient énergétiques, de matières premières, etc. Donc ça, c'est quelque part, dans une économie qui était pacifiée, sur laquelle il y avait un développement du commerce international très fort, ce n'était pas un énorme sujet. Je pense que du coup, le durcissement de la situation, qui est quand même très clair, conduit à ce réalignement sur le plan économique entre nos enjeux climatiques, environnementaux au sens large, et puis cette question d'économie et de compétitivité générale. Pour autant, ça n'est pas acquis, ce n'est pas une mécanique du coup déterministe bien huilée. Preuve en est, quand on regarde du coup, malgré l'explosion des prix du gaz il y a encore 18 mois, tout d'un coup les prix du gaz aujourd'hui sont beaucoup plus bas et des entreprises, je dirais par dizaines, voire par centaines, annulent des investissements de décarbonation qu'elles avaient prévus en se disant bah, finalement le gaz est pas cher, donc du coup mon investissement pour décarboner mon procédé, je le ferai plus tard. C'est ce qu'on observe aujourd'hui, donc la mémoire collective est assez courte et ça c'est un point de vigilance. Et donc ça nous amène notamment au sujet, je vais peut-être pas être trop long, mais du sujet du commerce international qui a été quand même très évoqué. Je pense qu'il y a à la fois cette nécessité du coup d'avoir une réglementation un peu générale d'un point de vue environnemental, et pour autant il ne faut bien sûr pas qu'on conditionne le fait qu'on commence à bouger au fait à l'avènement de règles communes mondialement, sinon on risque d'attendre longtemps avant de faire quelque chose. Ça nous amène du coup au sujet des accords commerciaux notamment, et donc du discours bilatéral entre différentes géographies avec ce besoin de réciprocité. Et c'est là où ça, pour l'instant, les choses achoppées sur l'angle, l'Europe étant extrêmement dépendante de plein d'autres géographies, on a un besoin à économie constante du coup d'avoir des accords et donc du coup de garder des ouvertures avec ces autres pays, sinon on va manquer demain d'énergie, de matières premières, etc. Et je pense que sur le fond, le fait d'aller sur une économie beaucoup plus sobre en énergie et en matières premières va nous permettre de regagner des marges de manœuvre sur l'exigence qu'on peut avoir en matière de commerce international. Après, ça ne résout pas totalement un des problèmes profonds qu'on a vécu et qu'on continuera de vivre, qui est que, à type de consommation inchangé, ça veut dire que tout ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, de ce fait, c'est quand même ça aussi l'éléphant au milieu de la pièce. On a des mouvements sociaux très forts qui sont déclenchés sur de très faibles évolutions de prix, en réalité, quand on regarde en valeur absolue. Et donc, ce qu'on est en train de décrire est quelque chose où on doit, la nécessité, c'est de changer profondément les modes de consommation si on veut que ça soit soutenable économiquement. Et ça va prendre du temps. Et j'en reviens à mon propos liminaire, c'est parce que ça prend du temps qu'il faut aussi l'organiser dès maintenant et se laisser le temps de cette évolution. Et donc, à court terme, c'est quelques gros émetteurs qu'il faut arriver à attraper pour faire vite du résultat. Allez, on prend une seconde question de nos étudiants. Bonjour, je m'appelle Louis Quichot, je suis doctorant en écologie et en anthropologie de l'environnement à l'Université de Bordeaux. Moi, j'avais une question pour Julia Faure.
J'aurais voulu savoir en fait à quel moment et sur quels critères est-ce que vous considérez qu'une entreprise est réellement engagée dans la transition écologique ou alors qu'elle fait du greenwashing. Et par extension, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'une entreprise, vu qu'elle est basée sur la production et la consommation de ses produits, elle ne peut pas vraiment être motrice dans la rupture avec le système capitaliste et que donc elle serait nécessairement limitée en fait, à être un peu mieux que les autres. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez méfiantes et défiantes vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Ouais, c'est très intéressant parce que moi, du coup, quand j'ai préparé le débat, quand j'ai lu le terme de défiance, effectivement, moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien en tant qu'entrepreneur, c'est que je constate que personne ne croit vraiment à ce que disent les entreprises quand elles parlent d'impact environnemental et social, sauf si c'est votre boulanger de quartier. Et là, vous le croyez quand il dit qu'il utilise de la farine bio. C'est presque comme s'il ne rentrait plus dans la catégorie entreprise. C'est presque un proche qui... c'est comme s'il y a un proche qui vous dit qu'il arrête de prendre l'avion, il n'a pas de raison de vous mentir. Et effectivement, je crois qu'on a sacrifié... nous, le monde entrepreneurial, on a sacrifié la confiance de nos consommateurs il y a quelques années de ça. C'est pas parce qu'avant, pour nous, c'était important la confiance parce qu'on était plus vertueux, c'était qu'avant, la confiance était un facteur de rentabilité. C'est-à-dire qu'on faisait confiance dans telle entreprise pour faire des très bons frigos. Et ben, on disait que voilà, y a des frigos qui s'appellent Fort, c'est pas du tout ma famille. Mais bref, on se disait, les frigos Fort, on sait que c'est des frigos qui durent longtemps, donc on va les acheter. Il y avait telle marque de pompes, on dit, ça c'est des pompes, on sait qu'elles sont produites localement, on sait que c'est des pompes de bonne qualité, et je mets le prix et je les achète. Et en fait, il y a eu un shift à partir du moment où les objets sont devenus pas chers. Quand on achète quelque chose de pas cher, on n'attend plus rien de l'entreprise. La seule promesse que nous fait l'entreprise, c'est le pas cher. Si vous achetez un t-shirt à 4 € et qui craque au bout de la première utilisation, vous n'êtes pas là. Scandale, vous êtes là. 4 €, c'est normal qu'il ait craqué. Et d'ailleurs, je trouve qu'on est extrêmement résigné sur le fait que les entreprises nous vendent des mauvais produits. On est extrêmement résigné avec le fait que nos ordinateurs durent 3 ans, que mes écouteurs cassent tous les 3 mois. Enfin, vraiment, il y a quelque chose où on a accepté qu'on ne peut pas faire confiance aux entreprises, ni sur les produits qu'elles nous vendent, ni sur les conditions de fabrication. En fait, tout le monde sait comment sont fabriquées les fringues sur nos ordinateurs portables. Personne ici dans la salle va découvrir qu'il y a des gros scandales derrière la fabrication des Mac et autres trucs Apple. Si, sachez que dans les usines, il y a des filets. Les usines pour Apple, il y a des filets anti-suicides pour les salariés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais sachez que voilà. Donc, en tout cas, si on regarde en vrai, ce qu'on a échangé contre beaucoup de produits pas chers, c'est la confiance qu'on peut avoir dans les entreprises. Et donc ça, c'est généralisé. Et c'est pour ça que je ne crois pas que ça soit une question il y a des entreprises qui sont des méchants et des entreprises qui sont des gentils. Je crois que c'est une question de cadre. Si on laisse faire dans un cadre qui permet des comportements qui sont délétères pour l'intérêt général et favorables pour la rentabilité économique, naturellement, ça favorise les comportements les pires. Et en fait, ça contraint les entreprises à devoir faire un choix en permanence entre, ne pas faire de greenwashing, prendre des vrais engagements, mais sacrifier sa rentabilité et sa raison d'être. Donc, c'est pour ça que moi, le greenwashing est un vrai débat, mais je crois effectivement qu'on ne peut pas faire confiance aux entreprises pour cette transition-là. Il y en a certaines qui sont très bien intentionnées, il y a des gens très bien dans toutes les entreprises, etc. Mais il y a cette question du passager clandestin, c'est-à-dire que s'il y en a un qui ne respecte pas, non seulement il sabote les efforts de tout le monde, mais en plus de ça, il récupère tout l'argent du marché. Donc c'est juste qu'il faut des contraintes qui forcent les entreprises à faire bien en termes social, environnemental et même en termes de qualité, en termes de durabilité des frigos, etc. Et là, on pourra à nouveau avoir cette confiance qui a été rompue entre consommateurs et metteurs sur le marché. J'élargis un tout petit peu la question, et peut-être pour la faire rebondir auprès de David. Cette question du greenwashing touche bien évidemment la question de la confiance dans l'information. Et on a un champ de l'information qui s'est extrêmement dégradé.
qui est devenu même à bien des égards très toxique. Il est même manipulé, on sait qu'il y a des intrusions étrangères dans le champ de l'information. Et donc, pour qu'il y ait de l'équité, il faut qu'il y ait de la confiance, parce qu'il faut qu'on puisse la vérifier, cette équité. Et l'un des éléments de complexité encore de notre sujet, c'est qu'on se trouve en plus dans un champ informationnel qui est aujourd'hui très pollué, très dégradé, pour garder le vocabulaire de l'environnement, et que ça ne simplifie pas. Comment on peut reconstruire des digues de confiance? Comment les entreprises... quand Julie a dit c'est très difficile d'avoir confiance, de faire confiance aux entreprises parce qu'il peut y avoir un passager clandestin, etc. Et comment on reconstruit dans le champ de l'information des digues de confiance? Je suis d'un tempérament généralement optimiste. Mais il faut bien l'avouer, depuis quelque temps, je me réveille le matin avec parfois la boule au ventre et le sentiment qu'on ne va pas y arriver. Alors après, ça passe. Hein. Une fois que j'ai pris un petit déjeuner, ça va mieux. Mais je suis assez pessimiste par moment, parce que je me dis, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, quand vous interrogez les consommateurs sur l'écologie, vous avez tout de suite des réponses très volontaristes, notamment en Europe, c'est-à-dire on veut faire la transition, et bien sûr. Et en même temps, quand vous regardez les enquêtes de consommation, vous voyez, dès que les produits bio, alimentaires bio augmentent, mais même d'un tout petit peu, vous avez une déconsommation, une chute de consommation qui est très forte. Vous aviez la même chose au moment de l'augmentation de la taxe carbone, c'est-à-dire que les prix de l'essence ont un petit peu augmenté, ça a provoqué les gilets jaunes et la crise que vous savez. Et à cette époque, le litre était à 1,45 €. Aujourd'hui, il est à combien? À 2 €, à peu près. 1,80 €. Et donc... non, mais on est bien informé. Donc à mon avis, il y a deux... En fait, on peut pas, ça veut dire qu'on ne pourra pas s'en sortir sans avoir une approche systémique. Deux choses. D'abord, la question de la justice, puisque c'est le thème de ce débat. Rappelez-vous ce que disaient les Gilets jaunes. Ils disaient il faut que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et quelque chose qui revenait beaucoup dans les doléances et dans les expressions des Gilets jaunes, c'était c'est insupportable que nous, on soit taxés sur l'essence, alors que, en vertu des conventions internationales, le kérosène pour l'aviation est complètement détaxé, et de la même manière, le fuel maritime est quasiment détaxé. Donc là, il y a un sujet d'équité qu'il va falloir trancher assez vite, et les engagements qui ont été pris, pour le moment, sont quand même assez modestes. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais, et je suis en plein accord, c'est qu'il va falloir qu'on change complètement notre système d'incitation. Aujourd'hui, on a un très bel impôt qui est très efficace en termes de rendement, qui s'appelle la TVA. La TVA, c'est... Alors, il y a des taux réduits pour certains types de produits, mais en gros, ça taxe indistinctement tout type de produits, quelle que soit leur empreinte écologique et quelle que soit leur empreinte sociale. Nicolas Hulot, pardon de citer ce nom, mais il y a quelques années, avait fait une proposition que je trouvais intéressante. Il disait il faut qu'on ait une TVA qui soit modulée en fonction de l'empreinte écologique et sociale des produits. Alors, il ne faut pas faire une usine à gaz, il ne faut pas faire un truc avec 15 taux, etc. Mais on pourrait tout à fait imaginer, c'est un bon exemple du fait que notre système fiscal doit évoluer pour prendre en compte, effectivement, ces produits ou ces marchandises qui sont plus vertueuses que d'autres, parce que sans ça, Antoine le disait très justement tout à l'heure, si on doit augmenter notre niveau d'investissement, en économie, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on investit plus, ça veut dire qu'on consomme moins. Hein. Donc, augmenter l'investissement, ça veut dire déjà consommer un peu moins. Si en plus, on doit relocaliser, et c'est souhaitable, une partie de notre production, et qu'on doit être plus sobre en matière, en intrants, en énergie pour produire en Europe, bah, ça veut dire que non seulement le prix des marchandises va augmenter, mais qu'en plus, on aura moins d'argent pour consommer puisqu'on le consacrera à l'investissement. Donc, tout ça risque de créer une chute de bien-être matériel des gens qui est très importante et à côté de laquelle les gilets jaunes ou ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment des gâteaux apéritifs. Donc, on a besoin de changements systémiques. Et je pense que la fiscalité, c'est un bon exemple de ce réalignement, en quelque sorte, de ce qu'on veut taxer et ce qu'on veut... c'est un système d'incitation, en fait. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On fait trop appel à la vertu individuelle, on fait trop appel au comportement et on ne réfléchit pas assez de manière systémique. Alors, avant de passer à la prochaine question, je ne peux pas ne pas faire réagir Antoine, parce que, Antoine, vous êtes aussi un
un expert en politique publique, hein, et on sait que l'outil fiscal est quand même un outil complexe. Les économistes, ça fait très longtemps qu'ils disent qu'il faut une taxe carbone, c'est quand même le truc le plus simple, le plus efficace, le plus puissant pour voilà, prendre en compte cette dimension écologique. Et on sait très bien que la mise en place du prix du carbone, alors on le fait un peu à l'échelle européenne, mais c'est toujours pas au juste prix, j'allais dire. On est en dessous du niveau requis parce que c'est compliqué, parce qu'on a peur des effets sociaux que ça peut provoquer, parce qu'il n'y a pas encore d'acceptabilité sociale complète. Donc l'outil fiscal dont parle David, il est quand même pas magique, quoi. Alors, non. et peut-être 3 choses. La première, c'est que toute cette question de fiscalité incitative, qui du coup ont un incidence et quand même servent à quelque chose, il faut qu'on puisse les adosser sur des métriques de l'impact environnemental. Aujourd'hui, on a des projets qui sont très intéressants. Je pense que Julia en connaît un bien, notamment, qui est l'affichage environnemental sur les produits textiles. Et donc là, le sujet... Excellent. Qui est un très bon affichage environnemental. L'affichage environnemental que fait la France est très bon, je vous le dis. Mais donc, de ce fait, pour le coup, on est dans la catégorie des usines à gaz que mentionnait David. C'est-à-dire, c'est d'une complexité folle. Mais ceci dit, c'est quand même nécessaire. Et ça, si on veut l'avoir sur l'alimentaire, les travaux sont en cours aussi, et sur les autres produits, pour pouvoir y adosser quelque part des signaux après fiscaux qui sont bons, ben, on est parti sur plein d'usines à gaz. Donc on y est, on est dedans. Mais une fois qu'on a fait l'usine à gaz française, il faut être sûr que l'usine à gaz européenne va être la même et qu'elle ne va pas tout casser au bout de 6 mois, etc., etc. Et donc c'est un chemin utile, mais du coup qui est semé d'embûches et long. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la partie carbone, parce que c'était ta question, Vincent, il faut se rappeler, je pense, les ordres de grandeur que donnait David juste avant. C'est-à-dire au moment des gilets jaunes et des débuts de la taxe carbone, en réalité, le signal prix qu'on cherchait à faire, il est largement dépassé depuis longtemps par un truc beaucoup plus simple, qui est l'évolution des prix internationaux du pétrole, qui fait qu'on a largement dépassé tous les signes du prix, enfin tous les taxes carbone possibles et imaginables, uniquement avec l'envol des prix et la tension. Et ça, on l'aura encore demain, après-demain, alors par pic probablement. Et donc ce signal, il est déjà très fort. Ça nous emmène au troisième et dernier point, qui est que ces sujets de transition, notamment aux côtés de nous toutes et tous, nous, Français, ménages, etc., c'est généralement le signal fiscal, quelque chose qui touche tout le monde en même temps, là où la transition pour passer à un mode de consommation différent, elle concerne généralement un petit nombre de personnes par an. Tout le monde ne change pas de voiture, tout le monde ne fait pas une rénovation énergétique de son habitation. Et donc on a un problème de rythme entre l'outil fiscal qui s'applique immédiatement pour tous versus le rythme individuel de transition qui est beaucoup plus lent. Et donc généralement, ça nous amène à la fin à définir un signal fiscal qui est tout petit pour que ceux qui n'ont pas le temps de changer ne soient pas du coup la tête sous l'eau, et donc assez inefficace à la fin. Et donc du coup, de fait, c'est un signal qu'on n'arrive pas à bien mobiliser pour pouvoir piloter le changement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives, mais de ce fait, c'est pour ça que à la fois c'est nécessaire pour l'installer dans le temps, mais c'est pas l'outil miracle. On prend une autre question. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis Charlotte Forel, étudiante en licence sciences pour le monde durable à l'université PSL, et j'avais une question pour David Chase. Comment peut-on convaincre que la transition écologique n'est pas un fardeau, mais plutôt une opportunité, et que cette transition sera menée de façon juste pour tous ? Si David a la réponse, on est sauvés, les amis. Je note. Non, mais ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Alors d'abord, avant de convaincre que c'est une opportunité, il faut quand même comprendre que c'est un fardeau. Hein, c'est-à-dire que ça va coûter. Je disais 4 500 milliards d'euros d'investissement rien que pour le changement de système énergétique. Hein. Pardon ? Oui, mais on est d'accord. On est tous convaincus ici, monsieur, qu'il faut faire. On n'est pas en train de justement, c'est comment on avance. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on agisse. Donc, et vous avez des gens qui refusent d'avancer. Donc, maintenant, il faut qu'on se mette aux actes. Donc, la question, c'est, s'agissant du fardeau, le partage du fardeau. C'est-à-dire comment vous avez une répartition qui est la plus équitable des efforts. Aujourd'hui, si on prend les ménages, les principales dépenses d'investissement qu'ils vont devoir faire dans les prochaines années, c'est la rénovation thermique de leur logement, le changement du vecteur de chauffage, pour ceux qui sont chauffés au fioul ou au gaz, probablement passer à des pompes à chaleur ou à des systèmes de chauffage alternatifs, et puis l'achat d'un véhicule électrique pour ceux qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer. Bon, eh bien, ça représente un surcoût qui est de l'ordre de 60, 70, 75 000 euros, selon le rapport qui a été fait par Jean Pisani et Selma Mahfouz. C'est une perte de pouvoir d'achat pour des gens qui sont au 3e ou au 4e décile de revenus, c'est-à-dire pas très très loin du revenu médian,
qui est de l'ordre de 10% par an sur 20 ans. Donc vous voyez, c'est une contrainte financière qui est énorme. Donc si on veut arriver à changer des comportements vite, bah, il faut qu'il y ait, on a parlé de la fiscalité, mais je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un accompagnement financier qui soit ciblé sur ces catégories sociales-là, à la fois sociales et territoriales. Et ensuite, comment convaincre que c'est une opportunité ? Moi, je pense que c'est là qu'on a le plus de progrès à faire. La plupart des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je ne parle pas d'adaptation, parce que dans l'adaptation, il y a plus de choses positives sans doute à mettre en valeur. Mais la plupart des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est des mesures qui nécessitent des efforts, qui peuvent être coûteuses, qui peuvent être douloureuses. Et donc moi, je suis pour mettre en place un système de double dividende systématique, c'est-à-dire effectivement faire la rénovation thermique de votre logement, ça peut représenter un surcoût, mais qu'est-ce que ça va vous rapporter en termes de confort thermique ? Qu'est-ce que ça va vous rapporter d'avoir une pratique plus assidue, du vélo, de la marche à pied pour les petites distances, par exemple, en termes de santé ? Qu'est-ce que ça va vous rapporter en termes de santé mentale, de vivre dans des villes qui sont plus vivables, qui sont mieux végétalisées, qui sont un peu désimperméabilisées ? Donc il faut qu'on puisse arriver à mettre en face des efforts souvent financiers, coûteux, des mesures de réduction de gaz à effet de serre, les bienfaits pour la cohésion sociale, pour la santé mentale, pour la santé physique, pour le lien social. Et sur ce terrain-là, je trouve qu'on n'est pas encore très pertinent, mais c'est normal, parce qu'on est en train de changer de langage. Déjà, il faut qu'on apprenne à compter en tonnes de carbone autant qu'en euros. Hein, toutes nos métriques jusqu'à présent, budgétaires, d'impact, elles étaient exprimées en euros. On est en train d'apprendre à compter, et grâce à Antoine qui a fait un travail merveilleux à la planification écologique, la France est un des pays les plus avancés dans le monde sur ce terrain, on sait maintenant compter en euros et en carbone. Et bien, la prochaine étape, c'est d'arriver à diversifier les indicateurs et d'avoir une vision plus globale du développement, où on peut parler aussi en termes de santé mentale, en termes de qualité du lien social. Alors, nos 3 panélistes veulent réagir. On peut applaudir, voilà. Julia, Antoine et ensuite Asif. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose que tout le monde constate aujourd'hui, c'est que, je vais parler des biens de consommation parce que c'est ça que je connais, si vous voulez un bien de consommation plus écolo, il est plus cher, et tout le monde le voit bien, donc je comprends que les gens pour qui c'est ric-rac à la fin du mois, ils associent l'écologie à quelque chose, à un truc de riche. Et je pense que ça, c'est un combat qu'on a perdu. C'est d'avoir convaincu les gens que pour être moins pauvre, il faut des objets moins chers. Et ça, moi, c'est l'argument l'argument massu, pas du tout fardeau, l'argument massu de la fast fashion et du low cost qui sont les entreprises entre lesquelles je me bats. Elles répètent en permanence le low cost, c'est bon pour les pauvres. Et je pense que c'est cette pensée-là qui est fausse. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde a abandonné ce combat théorique-là. Je vais revenir après pour vous expliquer pourquoi le low cost, ça crée de la pauvreté. Mais on voit que, en fait, on ne parle qu'en termes de pouvoir d'achat. Donc, l'obsession de tout le monde, c'est de faire baisser le prix des choses qu'on consomme. Or, ce qui fait le niveau de vie des gens, c'est pas seulement à quel point c'est pas cher ce qu'ils achètent. C'est aussi à quel point ils ont de l'argent. Et c'est aussi à quel point il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de payer. Par exemple, vous pouvez gagner 10 fois plus que ce que vous gagnez ici aux États-Unis. Vous êtes pauvre. Enfin, moi, je suis pauvre. Enfin, je veux dire, vous allez. Enfin, j'ai une copine, son gamin a été à l'hôpital parce qu'il a fait un coma éthylique. Il est resté 2 heures à l'hôpital. En fait, ils lui ont donné de l'eau et une aspirine. Ça lui a coûté 9 000 €. Donc, elle ne sait pas comment elle va payer un gamin qui. Oh, c'est très compliqué à expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait le niveau de vie des gens, ce n'est pas seulement avoir des choses pas chères. Enfin, je veux dire, et en fait, on a complètement oublié le reste. Et la seule chose sur laquelle on est obsédé, c'est pour que les gens sortent de la pauvreté, il faut leur offrir des trucs pas chers. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait venir de l'autre bout du monde des produits pas terribles, etc. Pourtant, pourquoi le low cost, ça crée de la pauvreté en France ? Déjà, est-ce que vous connaissez le slogan « Nos emplettes font nos emplois » ? Si vous avez plus de 40 ans, oui. Si vous avez moins de 40 ans, non. Donc, globalement, quand on achète des choses pas chères, on achète des choses qui sont produites à l'autre bout du monde. Donc, on achète du chômage en France. On achète du chômage. Qu'est-ce que ça coûte le chômage à la société ? Bon, déjà, ça fait qu'il y a des gens qui sont sans emploi. Et ça veut dire qu'il faut une assurance chômage pour leur assurer un revenu. Ça veut dire que si on fait produire à l'autre bout du monde, on ferme des entreprises ici.
Donc, c'est-à-dire si on ferme des entreprises ici, ben, c'est des cotisations, des impôts qu'on n'a plus. Et en plus de ça, plus il y a de chômage en France, plus il faut subventionner l'emploi. C'est ce qu'on appelle la prime d'activité. Donc tous ces coûts que je viens de vous dire, en fait, ça, c'est des coûts publics. Et ces coûts publics, pour les financer, bah, ça veut dire qu'il faut rogner ailleurs. Et où est-ce qu'on rogne? Bah, c'est essentiellement sur le financement des services publics. Donc en fait, si on regarde l'impact du low cost sur le niveau de vie des gens, c'est catastrophique. Ça crée du chômage, ça détruit des entreprises, ça tue notre compétitivité et ça enlève des sous pour financer nos écoles, nos hôpitaux et notre police, etc. Donc à partir de tant qu'on restera dans la mentalité de le niveau de vie égale les produits pas chers, alors effectivement, tout le monde rejettera en masse les politiques écologiques. Donc pour moi, il y a une base théorique à shifter sur cet endroit-là. Antoine et ensuite Asif. Non mais je reprends ce que disait Julia, notamment le fait que sur le plan des biens de consommation, il va falloir du coup changer de logiciel, et donc c'est le sujet d'avoir aussi des durées de vie de produits plus longues, de qualité, etc. Si je regarde aussi les questions liées à l'habitat et au transport, ce qui est en fait la solution de long terme, c'est de jouer sur des questions d'aménagement du territoire. Donc de ce fait, et ça prend aussi beaucoup de temps et ça va faire ses effets progressivement. Et donc derrière, il faut qu'on arrive à la conclusion, c'est que ces sujets très structurants, il faut les engager résolument, mais ils vont produire, d'un point de vue réduction de l'empreinte environnementale à court terme, des résultats qui sont trop faibles par rapport à l'urgence de la situation et notamment notre nécessité de baisser très vite nos émissions. Et je ne voudrais pas qu'on résume tout au climat et à la baisse des émissions, parce qu'en fait, le problème le plus criant que nous avons, ça va être le manque d'eau qui va être de plus en plus fort, c'est le sujet de cette fameuse biomasse qui est à la fois de nos productions, à la fois de nos forêts, de nos sols agricoles, qui est en train de se casser la figure. Le chiffre que je vous repartage, en 10 ans, 2010-2020, la croissance des arbres organique des arbres en France a été divisée par 2, alors même que la surface de la forêt s'étend, parce qu'à la fois, il fait déjà plus chaud, il y a moins d'eau, donc les arbres poussent moins vite, et puis il y a une mortalité plus importante. Et donc ça, on va l'avoir. Le sujet des ressources, il est absolument massif. Et donc c'est pour ça, alors que ce que je disais au tout début, mais c'était dans le tout début de l'introduction, c'était peut-être un petit peu pas assez mis en perspective, c'est pour ça que ces changements individuels, ils vont s'étaler sur le temps et c'est une nécessité et ils vont être basés sur des choses très profondes, type le réaménagement du territoire, type une réappropriation totalement différente de notre rapport à la consommation. Et qu'à court terme, c'est pour ça que je disais que 75% de l'effort, c'est sur les gros, sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est la logistique, les procédés industriels, le tertiaire, les locaux tertiaires, c'est les questions aussi de développement de transport en commun, etc. C'est un certain nombre de gros acteurs qui doivent contribuer plus fort, plus vite à ce qu'on arrive à réduire notre empreinte. Et c'est ça le sens aussi, on en revient à l'équité et d'être seule voie de passage pour pouvoir y arriver. Et ça veut dire que chez les ménages, sur ce que disait David, qui est faire sa rénovation, changer sa chaudière, vraiment c'est des ménages plus aisés qui doivent avoir le faire beaucoup plus rapidement parce que d'ores et déjà, ils ont les capacités financières de le faire. Et pour autant, il faut laisser personne dans l'impasse. Et donc tous les autres qui veulent pouvoir le faire doivent être accompagnés pour cela. On a beaucoup parlé d'argent. Je voudrais quand même redonner une dimension aussi importante. David mentionnait au tout début l'exemple de la Chine qui arrivait à assez vite baisser ses émissions, mais sur un mode relativement peu démocratique. Et derrière ce sujet de comment est-ce qu'on bouge collectivement, il y a aussi la façon dont on construit ce consensus, dont on prend les décisions, dont on décide ces évolutions, et la façon démocratique ou non de le faire. Et ça, ce sujet, il est pour l'instant, pour moi, totalement au milieu du chemin. Donc, moi, j'incarne aujourd'hui le sujet de la planification écologique, qui peut faire un peu Gosplan, un peu URSS. Pour autant, notre conviction, c'est qu'il faut, tout au contraire, avoir une démarche, d'ailleurs, presque plus inspirée dans ces murs du Collège de France, du prix Nobel d'économie Ostrom, c'est-à-dire qu'on est sur la gestion des communs, une gestion beaucoup plus locale, par communauté, avec de l'initiative individuelle. Et donc, ce qui voudrait dire appliquer le modèle français très décentralisé. Et pour autant, la décentralisation telle qu'on l'entend n'est pas suffisante, entre guillemets, parce qu'en fait, dans ce monde extrêmement complexe où tout est interconnecté, il faut qu'on ait un cadre, entre guillemets, un cadre général, des bouclages physiques. Du coup, chaque territoire est libre de faire plein de choses, mais dans un certain nombre de contraintes très claires qu'il faut qu'on arrive à exprimer clairement, qu'on gère les différentes échelles géographiques. Et donc, c'est ça, pour moi, le sens de la planification. On n'y est pas encore, honnêtement, sur le produit fini, mais qui va nous amener à trouver le bon équilibre
entre une coordination macro et notamment liée à ces questions à la fois économiques, de choix physiques, de modèles de société, et puis de la liberté individuelle structurée, organisée et décidée démocratiquement à des échelles plus fines. On est encore au début de cette aventure-là, mais elle va être indispensable. Le pur sujet économique de pouvoir d'achat, etc., sera insuffisant si on veut pouvoir accélérer collectivement. Asif, Yeah. it's your turn. So very quickly, I'll just start with a very quick story from my childhood. So like every 6-year-old, I used to love Coke as well, right? So in the 80s in Bangladesh, you would buy a bottle of Coke like this, and you would have to return the bottle, and you would get, I would buy it for 6 rupees and would get 1 rupee back if I returned the bottle. And we all did that. In the 90s, what happened was we were very excited because plastic bottles came, plastic Coke bottles came, and we didn't have to return the bottle anymore. We were very excited. Oh, we are becoming like America. We can throw away our bottles. So now, again, and now I go to the West and many countries and stuff, these bottles are back, right? So essentially, the whole idea, I'm going back to what Julia was saying, that whole idea about consumerism and consumption, in the developing world, the idea of progress, modernity, and prosperity is more consumption and more being like the West. So that means you actually waste more, you for convenience and buy whether it's cheap products or so you do all that so that you want to be like French people, you want to be like American people, right? So that we are trying to change now. So in a sense, we're trying to change, we're calling it aspirational reset. Your aspiration should not be more consumption. It should be about using less, using reuse and reduce. Now, and I think it's so important to tell our stories differently, so that consumers also can connect that the lifestyle choices that they are making actually affects the coastal women in Bangladesh. That connection has to be made, right? The extra tax that they are paying, whether it's carbon tax or others, it's actually how that's helping the environment. When that flood happened in Spain a couple of months ago, that's going to happen more and more. That's going to happen in France. That's going to happen in everywhere. So that is because of these kind of lifestyle choices we're making. So how do you connect these day-to-day things that are happening in our lives now, and with more frequency, so that people don't think this extra price that I'm paying are not an additional burden on me. It's actually protecting me, protecting our society, and protecting everybody. So that's a fundamental shift in storytelling that has to happen. Je voudrais, si vous le permettez, très, très rapidement partager avec vous une anecdote de quand j'étais enfant. Quand j'avais 6 ans, j'aimais beaucoup le coca, comme tous les enfants de 6 ans. Et à l'époque, c'était les années 80, et ce qu'on trouvait au Bangladesh, c'était des bouteilles un petit peu comme celles que vous avez devant vous, les membres du panel, des bouteilles en verre. Et ces bouteilles étaient consignées. On achetait une bouteille de coca 6 roupies, et à chaque fois qu'on rapportait sa bouteille consignée, on recevait à nouveau 1 roupie. On le faisait tous. Puis dans les années 90, les bouteilles de coca en plastique sont arrivés. Là, on a tous été enchantés. On trouvait ça super, on était très heureux. On s'est dit que c'était comme aux États-Unis. On avait les mêmes bouteilles que les Américains. On allait pouvoir jeter nos bouteilles de coca. Et puis maintenant, je constate de plus en plus, lorsque je suis dans les pays occidentaux, que les bouteilles de coca en verre, les bouteilles en verre sont de retour. Alors, je voudrais revenir maintenant à ce qu'a dit Julia tout à l'heure en parlant de consumérisme, de comportement des consommateurs. Il faut que vous compreniez bien que dans les pays en développement, en fait, l'image que l'on a de la modernité, l'image que l'on a de la prospérité, donc ce que l'on cherche tous à atteindre, c'est justement plus de consommation. C'est le mode de consommation que l'on constate dans l'Occident. Donc, acheter moins cher, jeter, acheter à nouveau. Et c'est ainsi que les populations des pays en développement ont l'impression qu'ils pourront vivre comme des Français, comme des Américains.
Et donc, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est vraiment de changer ces mentalités, faire un changement d'aspiration, essayer de changer les attentes de la population. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'elle vise davantage de consommation, mais plutôt un mode de vie dans lequel on peut réutiliser les choses, les faire durer plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important que nous changions également notre récit, la manière dont nous expliquons les choses aux consommateurs. Il faut que les consommateurs comprennent que les choix de mode de vie qu'ils font, les choix d'achat qu'ils réalisent, finalement peuvent changer la vie d'une femme au Bangladesh. Et que le fait de payer peut-être plus de taxes, plus d'impôts, en fait, ça peut être utile pour l'environnement. Je voudrais simplement vous rappeler les inondations qui ont eu lieu il y a seulement quelques semaines en Espagne. Je suis sûre que vous avez tous ça en tête. Eh bien, ce sont des événements météorologiques qui vont se produire, qui vont continuer à se produire en Espagne, en France, ailleurs, et ce, de plus en plus souvent. Et donc la question qu'il faut que nous arrivions à nous poser, c'est de voir comment arriver à faire en sorte que le consommateur établisse vraiment un lien entre ces événements climatiques et les actes que les consommateurs, les choix que font les consommateurs au quotidien dans leurs achats. Et il faut que le consommateur comprenne bien que si le prix augmente, certes c'est un fardeau, c'est un prix plus élevé à payer pour un produit, mais que c'est pour protéger les citoyens également contre ces événements qui arriveront à un moment ou à un autre. Merci. Allez, on prend une question encore d'un étudiant. Oui, ok. Et puis ensuite, on prendra 3 questions de la salle. Alors, c'est une question pour vous, Antoine Pellion. Vous avez parlé à de nombreuses reprises de la planification et de l'importance de prévoir la transition climatique sur le long terme. Or, comment planifier dans un monde en constante évolution ? C'est presque de la philo, ça. Alors, non, mais c'est une question qui est bien sûr très légitime. Il y a énormément de choses qui viennent percuter le quotidien ou les grandes projections, à commencer par ce qu'on vient de connaître là il y a quelques années maintenant, quelques mois, avec du coup l'invasion de l'Ukraine, l'explosion des prix, etc. C'était pas dans les prévisions et dans les modèles à la base, en tout cas pas de cette ampleur-là. Et donc, de ce fait, la réponse, elle est... il y a 2 niveaux. Premier niveau, on a besoin, parce qu'on voit quand même que ce champ de la transition écologique est très connecté en réalité avec toute la structure de l'économie, avec le commerce international, avec des sujets non seulement de baisse d'émissions, mais de ressources, etc. Donc il y a une forme de très grande complexité. Et donc on a eu le sentiment qu'on avait besoin au moins d'une forme de scénario central où on pourrait dire voilà, comment les choses doivent évoluer dans les prochaines années, après années, de façon très concrète dans les secteurs des transports, du logement, de l'industrie, de l'agriculture, etc. Et qui soit cohérent entre les différentes politiques publiques et de garantir qu'on puisse atteindre nos objectifs avec derrière un certain nombre d'hypothèses en matière de réindustrialisation, en matière d'évolution de l'économie, en manière de partage de l'effort, etc. On n'a aucune assurance, je dirais. On a fait l'exercice avec une forme d'obligation de sincérité en se disant on dit des choses où on pense que ça peut vraiment advenir et donc en l'état actuel de ce qu'on en sait. Mais néanmoins, on n'a pas de boule de cristal et donc pas de certitude que ce sera exactement comme ça que ça va se passer. Donc le corollaire de ça, c'est la capacité de l'évaluer très régulièrement, donc au moins une fréquence annuelle, de se dire on en est où concrètement par rapport à ce plan, et la capacité donc de rendre tout ça très transparent et public pour que chacun s'en saisisse et puisse aussi exercer ce contrôle démocratique par plusieurs yeux et pas uniquement ceux de l'État. Et puis derrière, le corollaire aussi, c'est la capacité à le réajuster par rapport à ce que sont nos grands objectifs et donc d'en faire un objet vivant de cette planification. Et elle est vraie au niveau national, on travaille aussi beaucoup au niveau territorial, au niveau local, et c'est bien à l'ensemble de ces échelles-là qu'on doit la faire vivre. Et ça nous donne une forme d'outil. Donc ça n'est pas une réponse à tout, mais c'est un outil qu'on essaye d'être le plus robuste possible, et notamment à l'épreuve aussi de ce qu'est la décision politique et le temps politique. Et donc on voit que c'est un perpétuel écart, entre guillemets, entre les sujets de temps long et de préoccupations de temps long versus des urgences immédiates et une préoccupation au présent qui peut être plus ou moins forte. Et là, ça serait du coup assez fortement mentir que de considérer qu'en l'état actuel de la situation, donc le décideur politique d'aujourd'hui, exactement aujourd'hui, il a une préférence pour le présent qui est extrêmement forte. Donc de ce fait, ça permet de mettre en évidence du coup, mais c'est intéressant de le poser comme ça et de dire, et en fait on arrive vraiment à se dire, ben voilà, quels sont les choix et quel est du coup à quoi ça nous mène en fonction du critère que l'on prend, et de façon à pouvoir expliquer. Donc la planification ne s'impose pas aujourd'hui aux politiques, par contre elle le met face
à ces éventuelles contradictions de façon à ce que ça soit explicite à la fois pour le décideur et aussi pour l'ensemble de nous tous, quelque part, dans cette salle et en dehors de cette salle. Et c'est ça qui est indispensable et qui est utile. Voilà. Merci Antoine. On va prendre 3 questions. Je vois des bras, déjà oui, beaucoup de bras qui se lèvent. Alors on va les 2 dames qui sont là, le monsieur au-dessus, le monsieur qui est là et le monsieur là. On va en prendre 4. Voilà. Et puis ensuite, on va se donner encore une douzaine de minutes. On va prendre le micro. Merci aux étudiants. Vous avez été parfaits. Et voilà, alors oui, il y avait les... Bon, alors monsieur va commencer, puis ensuite on va les prendre tous ensemble. Le micro, façon. Allez-y, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, Erwan Roux, je suis directeur de la maintenance du tramway au Luxembourg. Merci pour vos interventions. Il y a un point quand même sur lequel j'ai envie de vous chatouiller, parce que depuis maintenant plusieurs années que je suis ce genre de discussion, j'entends il faut de l'argent, il faut investir, etc. Enfin, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que l'argent, c'est une dette, qu'un investissement, c'est une capacité immédiate à réaliser une activité en contrepartie d'une activité plus importante à venir, parce que je ne connais pas d'investisseurs qui investissent de gaieté de cœur sans faire leur marge, sans que ça leur rapporte des revenus. Et surtout, tout cet argent, si on veut le regarder d'une manière très concrète, très pragmatique, ce sont des tonnes fois des kilomètres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, plus on mettra d'argent sur la table, et plus on fera des tonnes fois des kilomètres. Est-ce que, à contrario de tout ce que j'entends, c'est-à-dire investir dans la transition écologique, investir dans tout un tas de choses, ce qui sous-entend d'ailleurs qu'on continue le business as usual à côté, c'est-à-dire qu'on continue à détruire la planète, et c'est pour ça qu'il faut investir pour protéger. Est-ce que la philosophie, ce serait pas plutôt de dire, mais ralentissons. C'est quoi, vers quoi on court en fait? Merci. C'est une question sensible sur laquelle on reviendra. Très bonne question, monsieur. Allez-y, madame. Oui, merci. Merci d'abord à toutes et à tous. C'est une question un peu qui va prolonger celle qui a été posée par le monsieur, qui est très intéressante. On a un mode de production qui est fondé donc, sur la réduction drastique des coûts à tout prix. Et en même temps, on a un mode de consommation qui nous fait croire qu'être, c'est posséder. Comment on peut véritablement être dans une transition écologique sans remettre en question le système capitalistique qu'on a? Et surtout, comment ne pas avoir une approche, on va dire, qui s'éloigne du néocolonialisme qu'on retrouve, parce qu'au final, c'est les pays anciennement colonisés qui se trouvent à payer les pots cassés du système capitalistique occidental, dont on profite tous ici dans la salle, mais qui nous encourage à ne pas vouloir faire moins, à ne pas vouloir se contenter de ce qu'on avait avant. Pour donner un exemple tout simple, ma mère, quand elle était jeune, elle devait attendre chaque saison les fruits. Moi, si je veux manger des fraises toute l'année, je peux. C'est-à-dire qu'on nous a éduqué et inculqué qu'on pouvait tout avoir, tout de suite, rapidement, sans conséquence, sans se remettre en question et sans considérer qu'au final, notre consommation tue ailleurs. Merci de votre question. Excellente aussi. Votre camarade à côté, je crois. Alors, moi j'ai une remarque et une question aussi pour Julia et Asif. Mais ma remarque s'adresse à David. Vous invitez au dépassement de la responsabilisation des pays occidentaux dans la crise. Vous dites que les pays du Sud polluent également, voire plus. Oui, mais ces pays qui sont l'Inde et la Chine, ils polluent pour qui? Ils polluent pour l'Occident. C'est l'Occident qui est leur plus grand. Parmi leurs plus grands marchés, il y a aussi une autre responsabilité. Ils polluent pour produire de l'électricité? Ah ben non, ils polluent aussi pour alimenter le marché, surtout dans un contexte de paupérisation, avec notamment le pilulement d'activités et d'industries du low cost dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui ont infiltré l'Europe et qui sont devenus des produits de consommation. Quelle est votre question? C'était juste pour réagir sur la remarque et pour dire qu'il y a une deuxième responsabilité qui est une responsabilité anthropologique. Et M. Asif Saleh en a parlé parce qu'il y a une transformation du mode de vie de personnes qui n'ont rien demandé, et ce à partir du 19e siècle. Et cette responsabilité, elle est lourde parce qu'elle induit la destruction de civilisations. Et ça, c'est irréparable. Certes, on a des manuels d'histoire aujourd'hui,
Mais la transformation des modes de vie, psychiquement, quand même, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à gérer et on en voit les impacts. Je vous pose une question en retour, oui. du coup. S'agissant de la Chine, qui construit une centrale à charbon par semaine à peu près, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, on continue? Au même temps, ils ont construit l'un des plus gros parcs éoliennes au monde. On est d'accord. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait sur les centrales à charbon en Chine et en Inde? Je veux dire que eux, ils essayent, mais on ne peut pas leur dire de faire plus, parce qu'ils ont quand même payé les prix d'un colonialisme dont parlait ma collègue. La Chine, c'est la première puissance économique mondiale. Ils ont dit qu'ils seraient neutres en carbone en 2060. Hein. Alors, ma question pour Julia et Asif, c'est par rapport à la taxe. Par rapport à la taxe dont vous parliez, Julia, pour l'entrée des produits des pays du Sud dans l'Union européenne. Est-ce que ça risquerait pas d'aggraver justement le cas pour ces populations dans les pays du Sud, puisqu'on va faire plus pression pour diminuer les coûts de production? C'est malheureusement un effet qu'on a constaté quand même dans le capitalisme et dans les marchés. Et est-ce qu'on ne ferait pas mieux peut-être de se diriger vers un modèle qui copierait la grande distribution, qui fonctionne par centrale de fixation du juste prix à l'échelle européenne, par exemple, ou à l'échelle mondiale, faire des centrales mondiales qui, pour chaque marché, pour chaque pays, on dit voilà le juste prix selon lequel les marchandises doivent entrer, par exemple, dans le marché européen. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Peut-être qu'elle est... Merci. Oui, merci. Une question courte. On a parlé d'imaginaire, d'aspiration. C'est vraiment le sujet. On est bombardé de milliers de messages publicitaires par jour. Et on a des conférences comme celle-là beaucoup moins souvent, moins d'une fois par jour. Est-ce qu'il ne faut pas urgemment, je pense qu'il y a un consensus citoyen qui a monté, qui est en train de naître là-dessus, arrêter tout simplement la publicité pour toutes les aberrations écologiques et sociales, y compris les vêtements à 4 €, y compris une voiture électrique de 2 tonnes, qui n'est pas un moyen efficace, je suis désolé, pour transporter une personne de 70 kilos. Voilà, on a une salle qui est bien présente. Et alors, ralentir, qui s'y colle? Est-ce qu'il faut ralentir? Monsieur n'a pas posé la question de la décroissance. Je ne sais pas si elle était dans son esprit ou pas. Il n'a peut-être pas osé, je ne sais pas. Mais voilà, la question du ralentissement. Antoine, vous prenez le point? Non, mais ce sujet, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de se dire, on a besoin de sobriété pour y arriver, ça c'est certain, ça fait partie du coup de la solution, et ça je souscris totalement. Pour l'instant, sur le plan de la planification écologique, nous on a eu beaucoup de débats récemment sur le sujet des croissances, et donc du coup assumer une trajectoire de baisse du PIB comme étant le point de départ de ce changement-là. Nous, on a construit les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a dit que le sujet, le PIB, c'était pas le point d'entrée, c'était pas, on le prenait tel quel entre guillemets, et ce que notre sujet, c'était la réduction de notre consommation de ressources au sens large, donc du coup consommer moins d'eau, moins de matières premières primaires, moins d'énergie, etc. Et ça, quel était le champ des possibles comme ça, et c'est d'esquisser le chemin. C'est comme ça qu'on l'a pris. Donc ça passe pour partie, et pour une grande partie, par effectivement de la sobriété, mais pas que. Moi, je voudrais réagir après presque plus généralement, parce que on est en train du coup d'esquisser, on touche le doigt le sujet démocratique quand même derrière toutes les remarques, c'est-à-dire que jusqu'à un certain point, pas de pub, on peut être d'accord sur pas de pub, et donc la question c'est le comment on fait, le qui décide quoi, et donc quel est le type de régulation. Et sur le mode, est-ce qu'on est à la chinoise ou est-ce qu'on est sur un mode plus collaboratif, plus démocratique pour prendre ces décisions-là mais elle est très mal régulée, on peut se le dire aujourd'hui. Donc de ça, c'est pas satisfaisant, mais la question de dire si on fait plus, comment on fait plus? Qui définit le bon? Qui définit le moins bon? Et on voit qu'on est très vite sur des sujets qui sont d'une extrême complexité, où en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc moi, la question que je pose là, elle est très, très, très opérationnelle finalement, qui est au-delà du concept qu'on partage. C'est le comment on fait et comment on prend cette décision. David, j'aimerais bien répondre moi sur l'investissement. Je vais répondre à la question la plus neutre axiologiquement. Vous avez raison de dire, effectivement, on parle de milliers de milliards d'euros d'investissement toute la journée. Il faut quand même trouver l'argent. Sauf que l'argent, en fait, il existe. Simplement, je pense qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec des taux de retour sur investissement plus faibles. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est par exemple Yves Perrier, qui est le président de l'Institut de la finance durable, qui dit dans une économie post-fossile, il va falloir vivre avec des TRI à 1 chiffre et pas à 2 chiffres.
Eh bien, c'est pas grave, c'est comme ça, et il va falloir qu'on change d'état d'esprit. Est-ce que vous savez, au 19e siècle, quand on a fait la révolution industrielle du 19e siècle, 50% de l'investissement, c'était quoi? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui captait 50% de l'investissement? Les chemins de fer. Et au début, en France, par exemple, le réseau, c'est des opérateurs privés qui l'ont déployé. Eh bien, c'était pas rentable à 2 chiffres. C'était pas rentable à 2 chiffres parce que c'est trop de capex. En gros, il faut faire des gares, il faut faire le rail, il faut entretenir les réseaux. Ça coûte quand même, à l'échelle de la seule France, 1,5 milliard d'euros par an. Et si on le fait pas, on se retrouve avec un système ferroviaire complètement foutu en l'air, comme c'est le cas en Allemagne aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas supportable forcément pour des investisseurs privés. Et donc, ça a été petit à petit transféré à l'État. Et aujourd'hui, on a un fleuron, qui est la SNCF, qui est une entreprise publique. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on a besoin d'énormément d'investissements. Il faut qu'on accepte de vivre dans un monde où les taux de retour ne seront pas aussi intéressants que dans l'économie carbone, parce que c'est l'économie carbone qui a dopé aussi les TRI de la finance. Et troisièmement, il y a une part d'investissements qui seront pas rentables, et ces investissements-là, ils doivent être portés par la puissance publique. Asif? Just quickly. So, I mean, going back to your comment, I just want to touch upon what's happening in India, China, and other parts. I mean, so speaking of investment, I mean, every quarter, I used to work at Goldman Sachs in my past life. So I mean, making amends for my past sins. So every quarter, what used to happen, right? So companies have to show growth, and guess where these growths are going to come from? These growths are going to come from Global South, where 6 billion people live, and that there's a growing middle class. And then there's the same thing is happening. Advertisements going out and basically showing, if you are rich, these are the things you need. It's creating an aspiration that consume, because these companies have to grow. And this is the fundamental structural problem of capitalism, that without growth, this whole structure collapses. So for their existence, they have to sell, and they have to create this aura of modernity and prosperity. And so that's basically is the root of all of this that is happening, essentially. Now, this is the challenge. Now, India, whether it's India or China, has now billions of people who are all coming up, and in a huge number. And if they all now think, I need an iPhone and iWatch and all of these big cars, imagine what's going to happen to this world. So I think that's essentially, fundamentally, we are talking about dealing, that's a structural problem of capitalism. I think that's, unless we address that, it's going to be very difficult. It's going to be greenwashing. Thank you. Alors, je voudrais réagir à ce qui a été dit sur l'investissement par les uns et les autres. Je dois vous avouer, pour commencer, que dans une autre vie, j'ai travaillé pour Goldman Sachs. Désolée. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qu'il faut bien savoir, c'est que chaque trimestre, les entreprises doivent montrer qu'elles ont enregistré une croissance. D'où vient cette croissance? Eh bien, cette croissance vient du monde en développement, des pays du sud du monde, dans lesquels il y a 6 milliards d'habitants. Et finalement, dans ces pays-là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, une classe moyenne qui devient de plus en plus présente et nombreuse. Et dans ces pays-là, eh bien, les gens sont aussi abreuvés de publicité. Abreuvés de publicité que leur indique que si on veut donner l'impression d'être riche, eh bien, il faut consommer. Et finalement, c'est fondamentalement tout le problème du capitalisme. Sans croissance, les entreprises ne peuvent pas survivre. Et donc, pour pouvoir croître et pour pouvoir survivre, les entreprises, justement, font cette publicité où elles présentent cette espèce d'aura de la prospérité, de la consommation. Et le défi qui se pose aujourd'hui, lorsque l'on parle de la Chine ou de l'Inde, c'est que vous avez des milliards de personnes qui accèdent maintenant à une certaine prospérité et qui veulent, elles aussi, posséder tout un iPhone, une grosse voiture. Alors imaginez à quoi ressemblera l'avenir si, effectivement, ces milliards de personnes commencent à acheter ce type de produit. Et donc je pense que c'est le problème vraiment fondamental et structurel du capitalisme qu'il va falloir régler avant tout, sans quoi nous n'avons pas de solution. Voilà, je crois qu'Asif a assez bien répondu à la question de l'imaginaire. L'imaginaire, je crois que ça nous aura, cette table ronde, je l'espère, vous aura nourri. Je crois que chacun des intervenants a fait bouger quelque chose dans notre esprit.
qui nous aident à penser cette transformation, qui est une transformation énorme. Elle paraît complexe, bien évidemment, elle l'est, je crois. On a essayé de l'éclairer sans démagogie. Et je crois que voilà, tout ça va vous nourrir, nous nourrir, et collectivement, il faut effectivement qu'on pense et qu'on vive autrement. Merci infiniment, très bonne soirée à tous. Et merci à nos panélistes et à nos traductrices.